Salut à tous, j'espère que vous tenez bon. C'est désormais officiel, Boualem Sansal a remis les pieds sur le sol français. Après une escale stratégique en Allemagne depuis le 12 novembre, le célèbre écrivain a regagné la France ce 18 novembre 2025, 6 jours après sa libération par Alger. Et attention, ce retour n'a pas fait de vagues, ni caméra, ni micro, ni flash. Silence radio total. Le chef de l'État Emmanuel Macron l'a accueilli dans la plus grande discrétion au palais de l'Élysée, comme s'il s'agissait d'un rendez-vous classé secret défense. Aucune image n'a filtré, aucun mot n'a dépassé. Le seul indice de cette entrevue, un communiqué poli, presque chuchoté, émis par l'Élysée. On y apprend que le président s'est dit profondément ému et heureux de retrouver Sansal saluant son courage, sa droiture et sa noblesse d'âme. Ce jour-là, l'auteur et son épouse, Nia, ont été reçus en privé par Macron. À cette occasion, le président a aussi adressé ses remerciements aux chefs d'État allemands et algériens, Frank-Walter Steinmeier et Abdelmadjid Tebboune, qu'il a félicités pour leur gestion exigeante mais apaisée de la situation. Et cerise sur le communiqué, l'Élysée a glissé un petit rappel diplomatique exprimant l'espoir de voir prochainement libéré le journaliste Christophe Glaise, actuellement détenu en Algérie. Une déclaration centenaire mais qui résonne malgré tout. Une arrivée fantôme, sans flash, sans micro, sans un mot prononcé à haute voix. Même les murs de l'Élysée semblent avoir juré silence. Pas de conférence de presse, pas de photos souvenirs, rien. Si l'équipe présidentielle n'avait pas discrètement glissé une note dans les couloirs de l'actualité, personne n'aurait imaginé que Boualem Sansal avait reposé un pied en France. Un retour aussi effacé qu'un coup de vent dans une pièce vide. Mais au-delà de ce silence organisé, la chronologie des faits impose une conclusion implacable. Depuis l'arrestation de Sansal, le déroulé des événements ressemble à une leçon politique acide. D'un côté, un soulagement apparent, un écrivain libéré. De l'autre, un pays, l'Algérie, dont l'image a pris l'eau de toutes parts. Le prestige en lambeaux, les intérêts piétinés, la dignité diplomatique abîmée sans vergogne. Ce bras de fer entre Alger et Paris, un boomerang, il a touché de plein fouet la population algérienne. Des hommes, des femmes pris en étau souffrant les conséquences d'un conflit qu'ils n'ont ni voulu ni causé. Il faut remettre les pendules à l'heure. L'affaire Boualem Sansal n'est qu'un chapitre, certes marquant, mais loin d'être le prologue de la discorde entre Alger et Paris. Ce n'est ni l'allumette initiale, ni la première étincelle. Juste un épisode parmi d'autres, dans une saga géopolitique, où chaque rebondissement semble plus toxique que le précédent. L'histoire a réellement pris feu quand la France, à la fin juillet 2025, a décidé de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. C'est là que le théâtre s'est mis en marche. L'arrestation de Sansal intervenue le 16 novembre n'a été qu'un acte 2 dans une pièce bien plus vaste. Depuis, les accrochages se sont enchaînés à un rythme effréné. Sansal fut certes un point culminant, mais loin d'être isolé. D'autres épisodes sont venus envenimer la situation, les refus catégoriques d'Alger de reprendre des ressortissants jugés dangereux par Paris, les joutes verbales entre Bruno Retailleau et le régime de Tebboune, ou encore ce feuilleton absurde des influenceurs algériens téléguidés comme des pions, pour traquer, insulter et faire taire les dissidents installés en France. Un scénario de série noire, mais bien réel. Et comme si le feuilleton manquait encore de rebondissement, est arrivée l'affaire AMDZ, un cocktail explosif mêlant enlèvement, tentative d'assassinat et soupçon de lien étroit avec un groupe terroriste baptisé MLDZ. Une intrigue digne d'un polar, sauf qu'ici les personnages ne sont pas fictifs. Puis dans la foulée, une série de mandats d'arrêt internationaux sont tombés comme des couperets liés à ce dossier tentaculaire des Z, ou plus précisément à l'affaire MRD-DZ. Au cœur du scandale, un diplomate de haut rang, rien de moins que l'ancien numéro 2 de l'ambassade d'Algérie à Paris. Une pièce maîtresse qui n'a pas tardé à faire des vagues. Mais ce n'était qu'un début. Les tensions ont rapidement dégénéré en duel politique. Le régime Tebboune, fidèle à son style frontal, s'est lancé dans une série de représailles économiques contre les intérêts français en Algérie. Et la machine s'est emballée. D'autres épisodes ont suivi si nombreux qu'on peine à tous les énumérer. Arrestations, coups de pression, sanctions déguisées. Il y eut notamment la guerre des visas porte close,
pour nombre d'Algériens, notamment ceux de la haute sphère du pouvoir, la fameuse nomenclatura, qui se voyait jusqu'alors circuler en toute liberté, et comme si ça ne suffisait pas, Alger a rendu l'appareil en s'en prenant directement au personnel diplomatique français. Un œil pour un œil version diplomatie musclée. Ce feuilleton interminable jalonné de rebondissements plus amers les uns que les autres a laissé derrière lui un goût de cendre. Chaque épisode a frappé un peu plus fort jusqu'à l'épuisement moral. Nous tous, qu'on soit algériens de naissance, franco-algériens par trajectoire, ou simplement liés à l'un ou l'autre pays par le sang, l'histoire ou le cœur, nous avons tous été atteints, touchés au plus profond. Et du côté français, ceux qui gardent un lien même ténu avec l'Algérie n'en sont pas sortis indemnes non plus. Parmi tous ces moments de tension, l'affaire Boualem-Sansal restera comme un sommet, une scène de crise où l'Algérie et la France ont atteint leur point de rupture. Le dénouement, s'il peut vraiment en être un, a mis en lumière des pertes énormes, presque incalculables pour le peuple algérien. Une population déjà éprouvée qui, une fois de plus, a été la grande perdante dans ce duel diplomatique. Des familles entières ont vu leur quotidien suspendu, les titres de séjour non renouvelés, les visas bloqués, les démarches administratives gelées. Le tout dans un climat de suspicion où les Algériens vivant en France ont été stigmatisés, pointés du doigt, comme s'ils portaient les fautes d'un État. On pourrait croire que quelqu'un quelque part a tenu les comptes, mais non. Aucun vrai bilan, aucun chiffrage, aucun rapport d'impact. Le chaos administratif a laissé des traces profondes, mais tout reste non dit. Peut-être qu'un jour, si les tensions se calment, si les relations entre Paris et Alger retrouvent un semblant de normalité, on s'assiera enfin pour faire les comptes de cette crise diplomatique qui a écrasé bien des vies. Combien d'Algériens ont vu leur titre de séjour expirer sans possibilité de renouvellement? Combien ont vu leur demande de visa rejetée sans explication? Trop sans aucun doute. Et puis il y a eu ce traitement spécial réservé à la caste au sommet, les familles des élites algériennes pourtant détentrices de passeports diplomatiques et normalement exemptées de visa grâce aux accords de 2007 et 2013, se sont retrouvées bloquées à la porte. Terminer les allées et venues sans formalité. Même les privilèges ont fini par s'évaporer, emportés dans la tempête politique. Les représailles n'ont pas tardé à tomber et elles ont pris des formes diverses enquêtes, ciblées sur les fortunes immobilières des élites algériennes installées en France, gel soudain de cartes de séjour, blocage administratif en cascade. Officiellement, il s'agissait de contrôle. Officieusement, c'était une guerre froide à coups de sanctions bien calculées. Beaucoup d'Algériens en ont fait les frais, surtout ceux ayant le malheur d'être proches de près ou de loin du pouvoir algérien, les dommages réels profonds. Et cette fois, c'est l'image entière de la communauté algérienne en France qui en a pris pour son grade. Jamais elle n'avait été aussi caricaturée, aussi salie. Les franco-algériens, eux, ont été les plus exposés. Pris en étau comme des enfants au milieu d'un divorce sanglant entre deux parents furieux. Et ce n'était pas une simple brouille passagère, non, c'était une rupture brutale où chacun tentait de faire payer l'autre, quitte à broyer ceux pris entre les lignes. Pour l'Algérie, impossible de le nier, ce fut une véritable débâcle. Une tempête diplomatique qui a laissé derrière elle une réputation en lambeaux, surtout dans le sillage de l'affaire Boualem-Sansal. Ce bras de fer avec Paris n'a pas simplement écorché l'image du pays, il l'a profondément abîmée. On reviendra sur les détails dans une prochaine émission, mais déjà un constat s'impose. Transformer un intellectuel respecter un écrivain âgé en monnaie d'échange dans un marchandage politique. Voilà une stratégie aussi cynique que désolante. Ce n'était pas au service de la nation ni pour l'intérêt général, mais pour servir des calculs étroits, personnels presque claniques. Un État digne de ce nom ne prend pas d'otages. Il négocie, il argumente, il agit par voie diplomatique, par stratégie, par influence. On attend d'un pays qu'il défende ses intérêts avec élégance et intelligence, pas qu'il glisse dans les méthodes opaques d'organisations mafieuses ou de régimes à bout de souffle. Dans cette histoire, Boualem-Sansal n'a pas été libéré, il a été instrumentalisé. Le régime de Tebboune s'est emparé de son cas pour régler ses comptes, pour pousser la France dans ses retranchements, pour forcer la main à Paris et lui imposer un accord taillé sur mesure. Non pas pour l'État algérien, mais pour le pouvoir personnel de Tebboune.
Car, ne nous y trompons pas, ce n'était pas une stratégie nationale, mais un plan de survie politique. Un État digne de ce nom ne transforme pas une figure publique en monnaie d'échange. Ce genre de méthode, on le retrouve dans les pratiques des mafias, des réseaux criminels, des groupes extrémistes, certainement pas chez des gouvernements qui se respectent. La tactique de Tebboune, elle était limpide, faire pression pour que la France revienne sur sa position concernant le Sahara occidental et l'amener à renouer avec le régime algérien à défaut de renouer avec l'Algérie tout entière. Pas une alliance d'égal à égal, mais un arrangement bancal pensé pour servir les intérêts d'un clan, pas d'un pays. En toile de fond, un objectif redorer son image sur la scène internationale, valider sa légitimité bancale et surtout obtenir un parapluie occidental, un bouclier français contre les sanctions potentielles venues de l'Europe ou d'ailleurs. Car ce régime autoritaire fermé, miné par ses propres contradictions et isolé de ses voisins, sait qu'il dérange. Et pour ne pas tomber, il cherche une caution, un allié, un silence complice. C'est ça le vrai scénario derrière l'affaire Sansal. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, cette crise qui a laminé l'image de l'Algérie sur la scène internationale a en parallèle renforcé l'autorité d'un homme, Abdelmadjid Tebboune. Il faut l'admettre, aussi amer que cela soit, est-il vraiment sorti perdant? Pas sûr. En réalité, il semblerait même qu'il ait tiré son épingle du jeu. Regardez les faits, le président français s'est plié en 4 pour ménager son homologue algérien. Le retour de Boualem Sansal en France s'est fait dans un silence pesant, sans fanfare, sans images, sans discours. Pourquoi tant de discrétion simple pour ne pas heurter Tebboune, pour éviter toute crispation? Il fallait marcher sur des œufs, et rien que ça, c'est un signe. Le signe que d'une certaine façon, c'est lui qui menait la danse. Et puis il y a un autre nom qui plane dans l'ombre, Christophe Glaisse. Oui, car la France n'a pas un, mais 2 otages en Algérie. Ce journaliste sportif, toujours détenu, attend son procès en appel prévu le 3 décembre. En coulisses, Paris tente de manœuvrer. Rien d'officiel, bien sûr. On discute à demi-mot, on négocie par signaux faibles. Mais l'objectif est clair, obtenir sa libération, mettre un terme à ce cauchemar judiciaire qui a commencé à l'été 2025, lorsqu'il a écopé de 7 années de prison supplémentaire. La vérité. La France n'est pas libre de ses mouvements. Elle avance prudemment sur un fil. Elle évite de froisser Tebboune qu'elle traite désormais avec des gants de velours. Pas par admiration, mais par crainte. Car Abdou, comme on le surnomme dans les coulisses, a démontré qu'il s'est frappé là où ça fait mal. Ses emportements, ses colères, ses humeurs lunatiques, tout cela est pris très au sérieux à l'Élysée. Et le pire, c'est qu'il en joue, et ça marche. Oui, l'Algérie a perdu, mais attention, il faut préciser de quelle Algérie on parle. Celle des principes de la dignité de la diplomatie, digne de la voix respectée sur la scène internationale. Elle sort profondément humiliée. L'image d'un pays qui défendait jadis des positions justes et honorables a été sérieusement ébréchée. Mais du côté du régime en place, l'histoire est tout autre. Pour Tebboune, le stratège autoritaire, cette affaire n'a rien d'une défaite cuisante. En réalité, il s'en tire plutôt bien. À vrai dire, on a même le sentiment qu'il marque des points. Prenez l'accueil de Boualem Sansal, par exemple. Aucune image. Pas la moindre trace vidéo de la cérémonie organisée en son honneur. Et pourquoi? Parce que Macron a dû céder à la pression et effacer tout symbole visuel susceptible d'irriter Tebboune. Résultat, une réception fantôme orchestrée dans le silence, comme pour ne pas froisser le maître d'Alger. Et ça, c'est une victoire diplomatique. Pour un dictateur, 1 semaine, c'est tout ce que Boualem Sansal a passé en Allemagne. 7 jours bien comptés entre le 12 et le 18 novembre. Ce n'était pas un hasard ni un choix personnel, c'était un arrangement discret, un compromis dicté par Paris. Une clause non écrite mais bien réelle, laissez-lui un délai qu'il ne rentre pas en France tout de suite. Officiellement, on parlait d'une santé fragile, d'une hospitalisation nécessaire d'un état préoccupant. Mais soyons honnêtes, si son état avait été si critique, il n'aurait pas quitté son lit au bout de 7 petits jours. 15, 20, 30 jours auraient été plus crédibles. Et entre nous, ce ne sont pas les hôpitaux qui manquent à Paris pour prendre soin d'un écrivain convalescent. Non, tout cela ressemble à un arrangement diplomatique un peu embarrassé.
Une façon élégante de gagner du temps, de ménager Tebboune, de ne pas trop froisser Alger. Et à bien y regarder, c'est encore une fois Abdou qui a eu le dernier mot. Qu'on le veuille ou non, la France a cédé. Il faut le dire, il faut l'assumer. Juste avant que Boualem Sansal ne soit relâché, un phénomène étrange s'est produit, un silence poli s'est installé dans les médias français. Plus une pique, plus une enquête, plus un mot de travers sur Tebboune. Les critiques, autrefois nombreuses, se sont évaporées. Et ce n'est pas une coïncidence. Des journalistes m'en ont parlé sans détour, il n'y a pas eu d'ordre formel, non, mais des recommandations discrètes, insistantes, presque suppliantes. On leur a glissé avec une bienveillance appuyée qu'il vaudrait mieux lever le pied. Ne pas trop remuer Alger. Éviter d'égratigner le régime de Tebboune au nom d'une priorité supérieure, ne pas compromettre les chances de libération de Sansal et de Christophe G. Et il faut l'admettre, cette stratégie de la tension contrôlée, cette diplomatie par la pression Tebboune, en a tiré tous les bénéfices. Il a non seulement désamorcé les critiques, mais il a également imposé sa loi aux rédactions comme aux chancelleries. En résumé, il a muselé la presse française. Et il a mis au pas la classe politique, une victoire nette et sans bavure. Je ne me définis pas comme un opposant. Ce n'est pas mon rôle ni mon objectif. Je suis journaliste, rien de plus, rien de moins. Mais dans un pays où dire la vérité devient un acte de défi, l'honnêteté devient vite suspecte. Et dans ce climat délétère, le simple fait d'écrire ce qui est réel, ce qui est vérifiable, vous classe aussitôt dans le camp de l'ennemi. Je ne choisis pas l'opposition, c'est elle qui m'a rattrapé. Parce que mon pays traverse une tempête, parce que les libertés fondamentales y sont piétinées, parce que la gouvernance y a perdu toute boussole, et dans ce contexte, rester neutre serait de la lâcheté. Avant d'être une voix critique, avant d'être un professionnel de l'information, je suis avant tout quelqu'un de sincère. Et cette sincérité-là, ce devoir de vérité, m'impose de parler, de témoigner, de poser les mots justes. Parce que se taire aujourd'hui, ce serait trahir. Il n'a peut-être pas remporté la guerre de l'image, mais il n'est pas non plus ressorti les mains vides. Oui, il a traîné dans la boue l'honneur de l'Algérie, dégradé la réputation d'un pays déjà fragilisé sur la scène internationale. Il a infligé des blessures profondes à la communauté algérienne en France, sapé les ponts historiques, humains et diplomatiques entre Alger et Paris. Il a tout abîmé, ça on ne peut pas le nier. Mais sur un autre front, celui du rapport de force, il a marqué des points. En tant qu'homme fort, dictateur assumé, Tebboune a réussi là où peu l'attendaient. Il a mis en échec les institutions françaises. Il les a poussées à la retenue, les a forcées à adopter un silence pesant à plier sous la pression. Résultat, la France a dû accepter une libération conditionnelle, orchestrée depuis Berlin. Elle a toléré que Boualem Sansal transite d'abord par l'Allemagne, qu'il s'y installe temporairement, qu'il y reste quelques jours loin des micros et des caméras françaises. Même le comité de soutien, pourtant fidèle, est resté d'une discrétion étonnante, comme mise en veille volontairement. Le seul signe visible de réjouissance, ce fut un communiqué sec, bref protocolaire, dans lequel on célébrait la libération de Boualem Sansal et on adressait quelques mots polis à sa famille. Rien de plus. Même le comité de soutien, pourtant mobilisé sans relâche depuis plus d'1 an, n'a pas eu droit à une conversation directe avec l'écrivain. Aucun échange, aucun contact. D'après nos sources, personne du comité n'a encore pu lui parler en face à face. Tout a été verrouillé, contrôlé au millimètre. Dès sa sortie, Boualem Sansal a été pris en charge par l'ambassade de France en Allemagne, puis escorté par le Quai d'Orsay. À partir de là, il a été traité comme un dossier hautement sensible, presque radioactif. Toute parole publique lui a été interdite. Pas un mot n'a filtré. Aucune déclaration autorisée. Silence imposé. Pourquoi tant de précautions? Parce que la France s'est engagée. Des promesses ont été faites au régime de Tebboune. Promesse de ne pas critiquer, de ne pas provoquer, de ne pas lancer de croisade médiatique contre Alger. Autrement dit, Paris a rangé les gants de boxe. Fini la confrontation directe, place à la diplomatie de velours. L'affrontement côté français a été remisé au placard. Aujourd'hui, Paris adopte une posture douce, presque affectueuse, face au régime de Tebboune. On parle désormais le langage de la conciliation comme si rien ne s'était passé. Pourtant, rappelons-le, 2 ressortissants français sont toujours otages en Algérie, dont Christophe G, toujours derrière les barreaux.
Et malgré cela, Tebboune a réussi à bloquer, geler, saboter des pans entiers d'intérêts économiques français sur le territoire algérien. Il ne faut pas minimiser l'Algérie et le deuxième marché africain pour les entreprises françaises, juste après le Maroc. Et les dégâts causés par cette stratégie agressive de Tebboune ne sont ni mineurs ni symboliques. Ils sont réels, concrets, lourds. Mais pourquoi Tebboune a-t-il pris le dessus? Parce qu'en face, il a trouvé un adversaire affaibli, Emmanuel Macron, à bout de souffle, à la tête d'un pays fracturé en crise permanente. Départ en cascade, gouvernements successifs, instabilité chronique à Matignon. 3 premiers ministres ont déjà claqué la porte. Un 4e a été nommé, mais l'exécutif reste bancal. Quant à Bruno Retailleau, celui qui tentait de secouer le cocotier, d'imposer une ligne dure vis-à-vis d'Alger, il a été soigneusement écarté. La ligne offensive a été enterrée. Tebboune, lui, avance et Paris recule. Il a été écarté du gouvernement. Exit Bruno Retailleau et avec lui toute tentative d'adopter une ligne dure face à Alger. Résultat, la France, fragilisée par ses divisions internes, ses crises à répétition et un président en fin de mandat chaotique, s'est retrouvé sans cap, sans voix, sans fermeté. Tebboune lui a su tirer parti de ce vide politique. Il a exploité à merveille les failles d'un Emmanuel Macron, affaibli dirigeant une république fracturée où les remaniements gouvernementaux s'enchaînent comme les saisons. 3 premiers ministres évaporés, un 4e à peine installé, une instabilité chronique devenue la norme. Dans ce contexte, Tebboune s'est engouffré méthodique et rusé, imposant son tempo. Pendant ce temps, en France même, les grandes chaînes ont levé le pied. Une enquête fouillée de BFM TV sur l'affaire des aides, avec des témoignages exclusifs venus de l'intérieur du consulat d'Algérie à Créteil-Prête depuis 6 mois, mais jamais diffusés, censurés en silence. Aujourd'hui, qu'il s'agisse de LCI France 2 TF1 ou même Le Monde et l'AFP, tous marchent sur des œufs. Les critiques contre le régime algérien se sont évaporées. Les grands médias publics comme privés font preuve d'une prudence remarquable. Comme si d'un seul coup, le mot d'ordre était devenu « chut », ne pas irriter Alger. Autrefois, certains médias français n'hésitaient pas à critiquer frontalement le régime algérien. Le ton était acerbe, engagé, parfois même virulent. Mais aujourd'hui, tout cela a disparu. Silence radio. Plus une ligne offensive, plus un édito percutant. Le débat s'est évaporé. Et ce n'est pas un hasard. Pourquoi ce changement brutal ? Parce que Tebboune a imposé un bras de fer d'une rare intensité, un rapport de force que Paris n'avait ni vu venir ni anticipé. La diplomatie française a été prise de court. Elle ne s'attendait pas à ce que le président algérien franchisse une ligne rouge, celle de prendre des citoyens français en otage. Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est produit. Tebboune a démontré qu'il est prêt à jouer avec des vies humaines pour contraindre la France à adopter une posture plus docile, plus soumise à ses intérêts. Il a utilisé la stratégie du choc et Paris désorienté a reculé. Dans cette confrontation déséquilibrée entre une démocratie et un régime autoritaire, on voit apparaître toute la vulnérabilité d'un système démocratique miné par ses propres divisions. La France doute, se divise, s'essouffle sous le poids de ses crises internes. À l'inverse du côté algérien, le pouvoir ne tremble pas, Tebboune ne partage rien, ne négocie rien et surtout ne tolère aucune brèche dans son autorité. Certes, il existe des voix discordantes en Algérie, mais elles sont étouffées avant de pouvoir se faire entendre. Ceux qui tentent de lever le ton se voient immédiatement réduits au silence, la prison pour les uns, la peur pour les autres. Même au sein du régime, les critiques existent, timides, murmurées, inoffensives, mais aucune ne dépasse la ligne rouge. Tebboune règne sans partage, sans contre-pouvoir réel. Et finalement, il ne reste que nous les exilés dispersés aux 4 coins du monde à oser encore le défier. Une poignée seulement. Une minorité presque invisible. Nous sommes très peu à continuer de dénoncer son autorité, à remettre en question sa légitimité, à pointer du doigt cette machine politique qui écrase toute contestation. Mais nous persistons même si la bataille semble inégale. Tebboune a su tirer profit d'un moment d'extrême vulnérabilité côté français, une période où l'Hexagone vacille sur ses appuis, désorienté par ses propres soubresauts politiques, dissolution surprise de l'Assemblée succession,
précipité de chefs de gouvernement et tremblement post-élection européenne. C'est dans ce chaos que Tebboune a placé ses pions et il faut le reconnaître, il a bien manœuvré. Aujourd'hui, BAM est bel et bien libre, mais pas grâce à Paris. Son retour en France se fait dans la discrétion la plus totale, pas d'interview, pas de déclaration, pas même un mot à l'encontre du régime algérien. Silence radio. Et il y a fort à parier que ce mutisme va se prolonger, du moins tant que Christophe Glaise reste enfermé. Et selon toute vraisemblance, ce dernier ne verra pas la lumière avant 2026. Son audience en appel est prévue pour le 3 décembre, mais le jugement lui sera sans doute repoussé jusqu'à la fin de l'année, voire au tout début de la suivante. Le calendrier judiciaire semble avoir été calibré pour étirer le suspense, voire pour temporiser une pression politique croissante. Une chose est sûre, le facteur temps joue en faveur du régime. C'est bel et bien Paris qui sort affaibli de cette partie de poker diplomatique incapable de résister à cette stratégie de pression par otage que Tebboune a savamment orchestrée, et maintenant il mise tout sur le facteur temps. Une entrevue entre Tebboune et Macron est dans les cartons pour le prochain sommet du G20 prévu en Afrique du Sud. Rien d'annoncé officiellement pour l'instant, mais en coulisses, tout semble déjà ficelé. Le chef d'État algérien espère qu'au tournant de 2026, cette séquence de tensions appartiendra au passé, avec si possible des dégâts minimes à son image. Ce qu'il cherche désormais, c'est sortir de cette crise sans perdre la face, car pour Tebboune, l'enjeu est clair, rétablir des relations avec la France, oui, mais sans jamais laisser penser à son opinion publique qu'il aurait fléchi, qu'il aurait cédé, ou pire, qu'il aurait perdu le duel. Pour éviter une humiliation en bonne et due forme, Tebboune met la pression sur Macron. Il exploite les fissures politiques françaises, s'infiltre dans ses failles institutionnelles et impose son propre rythme, ses propres conditions. Le deal est simple. Je relâche Bam Sansal à condition qu'il garde le silence. Plus un mot contre moi, plus une phrase sur l'Algérie, pas la moindre allusion au rouage du pouvoir. Et pour Christophe Glaise, il sortira oui, mais uniquement quand je serai certain que vous avez tenu parole. Que plus aucune pique ne viendra des médias, que plus aucune voix ne s'élèvera frontalement contre mon régime. Pas d'attaque, pas d'imprudence, et surtout pas d'irrévérence. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il daignera envisager une normalisation. Mais attention, elle se fera selon SES règles, car c'est bien Tebboune qui fixe désormais les termes de la réconciliation. Alors certes, il n'a pas raflé la mise sur tous les fronts, mais il est loin d'avoir perdu la partie. À vrai dire, il a même réussi un tour de force, faire plier voire soumettre les rouages politiques et médiatiques d'un pays comme la France. Et ça, pour une démocratie qui se croit immunisée contre les manœuvres autoritaires, c'est un vrai camouflet. Car lorsque les autocraties jouent la carte des otages, les démocraties, même les plus anciennes, même les plus arrogantes, se retrouvent désarmées, prises au piège d'un jeu qu'elles ne savent pas jouer.